Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site mobilitédurable.org pour ce second chat et nous allons parler aujourd'hui d'avenir, de mobilité électrique et avec comme fil conducteur, vous l'avez vu, la voiture électrique sera-t-elle le véhicule de demain? Laurine, je suis intimement convaincu que les véhicules électriques devraient être développés dans les pays où disposant de ressources électriques renouvelables. Qui dispose donc de ressources électriques renouvelables. Je ne soutiendrai pas un développement de tels véhicules en France, à moins de modifier notre système nucléaire, car je pense que notre énergie nucléaire est loin d'être renouvelable. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, c'est vrai que Enfin, autrement dit, est-ce qu'on ne déplace pas le problème écologique Oui. Bon, c'est vrai que ça pose la question de est-ce que le véhicule électrique est réellement un véhicule propre. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, si on considère que l'énergie nucléaire est une énergie propre, du puits à la roue, on peut considérer effectivement que le véhicule électrique est propre. Est-ce qu'en revanche en Allemagne, lorsque l'électricité est produite encore par des centrales à charbon, est-ce que le véhicule est aussi propre? La réponse est non. Quant aux énergies renouvelables, je suis persuadé, moi, que le véhicule électrique va permettre justement ce développement des énergies renouvelables. C'est par l'arrivée du véhicule électrique que l'on va démultiplier les expérimentations avec le solaire, c'est ce que fait déjà Israël, avec l'éolien, c'est ce que fait le Danemark. Et c'est ce à quoi commencent d'ailleurs à s'intéresser aussi les pays du Maghreb, que ce soit la Tunisie, le Maroc, qui sentent bien que la question énergétique est quelque chose d'important, qui sont à même, effectivement, vu leur position, d'avoir des énergies renouvelables, et que, donc, effectivement, le nucléaire n'est peut-être pas une solution idéale, mais cette production, enfin, cette arrivée des véhicules électriques va sans doute permettre de développer justement toutes les autres énergies renouvelables. Alors, une question de Brian Pridi. Un de mes voisins, qui est chercheur à l'INSA, me dit que le plus grand obstacle sera la quantité de lithium disponible. Je ne sais pas si c'est l'INSA, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'extraction actuelle ne peut couvrir l'approvisionnement que d'une part négligeable de la production automobile actuelle, et même si l'on dédiait la totalité des réserves mondiales de lithium au secteur de l'automobile, cela ne permettrait d'approvisionner que 10% du parc automobile. Alors, votre réponse là-dessus, le lithium, sera... Moi, j'ai pas cette vision. Nous, on a des estimations, parce qu'on avait beaucoup regardé les choses, notamment quand il y a eu des débats sur est-ce que les constructeurs automobiles devraient acheter des mines de lithium, etc. Bon, on a regardé la question. Aujourd'hui, c'est pas une question de ressources, c'est une question d'exploitation. Des ressources, franchement, si on prend toutes les ressources mondiales, imaginez dans une batterie qui fait, mettons, 250 kg, vous avez à peu près 17 kg de carbonate de lithium, ce qui correspond à 3 kg de lithium pur. C'est très peu. C'est d'ailleurs même 1% du coût de la batterie. Donc quand on dit le prix du lithium va exploser, etc., ça n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport au prix de la batterie. Mais en termes de réserves, si on fait toutes les réserves aujourd'hui de lithium et si on les mettait toutes dans des véhicules électriques, on pourrait en fabriquer, je crois qu'on avait fait le calcul, à peu près 10 milliards de véhicules. Donc ça laisse le temps de voir venir. Le problème, c'est que à court terme, il faut commencer effectivement des exploitations. Exemple, la Bolivie aujourd'hui, c'est le pays dans lequel il y a les plus grosses réserves, mais qui n'a pas commencé à exploiter. Et il faut un peu de temps pour que l'exploitation commence. Donc le problème, il est plus à court terme, comment je démarre les exploitations, plutôt qu'un problème de réserve globale. Une question de Nicolas pour Thierry Koskas. Pensez-vous que le schéma traditionnel de vente des voitures électriques peut répondre aux caractéristiques des produits sur le marché? Location de batterie, location courte durée, etc. etc. Je dirais, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent acheter leur voiture, ça existe, et dans ces cas-là, on a le devoir de dire oui, vous pouvez acheter une voiture électrique. Il se trouve que la seule différence, c'est que Renault proposera de louer la batterie. Pour toutes les raisons qu'on a expliquées, on pense que vraiment ça va faciliter la vie du client. D'abord, il payera beaucoup moins cher au départ que s'il avait à acheter la batterie. Et puis ensuite, il n'a pas à s'en préoccuper puisqu'on lui garantit à vie, quelle que soit la durée de détention du véhicule, qu'il a une batterie qui marche dans son véhicule. Donc il a plus ensuite à s'en préoccuper. Donc voilà, ce mode traditionnel va continuer à exister. En revanche, le véhicule électrique, c'est un peu l'occasion
d'aller ouvrir des nouvelles formes de consommation automobile. Alors c'est le cas par exemple de toutes les initiatives de libre service, d'autopartage, etc. sur lequel c'est pas parce qu'il y a le véhicule électrique que ça existe, mais c'est quand même un bon vecteur. Et on pense par exemple l'un de nos véhicules, le petit Twizy, peut être aussi un bon vecteur. On imagine, franchement, ça prend à peine plus de place qu'un Vélib. On imagine assez, pour les Parisiens, on imagine assez facilement en avoir en batterie et qu'il y ait un système de libre service qui puisse se mettre en place dans les collectivités locales. Donc oui, ça va donner l'occasion d'avoir de nouvelles formes de consommation automobile. Mais je pense qu'il faut quand même rester de dire le véhicule électrique c'est forcément égal à des nouvelles mobilités et il n'y a plus que ça, c'est aussi une erreur parce que il y a encore des tas de gens qui veulent acheter leur voiture. Alors, une question de Lilou24. Bonjour, la voiture électrique, pour qui, pour quels usages? Alors, je peux dire rapidos notre vision. En fait, la voiture électrique, elle a aujourd'hui une caractéristique qui est d'être évidemment en autonomie par rapport à un véhicule thermique limité. Et puis, il faut quand même, vu le coût du véhicule, rouler un minimum pour qu'elle devienne intéressante financièrement. L'usage typique pour des véhicules particuliers, c'est ce qu'on appelle le commuteur, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui a besoin de sa voiture tous les jours pour aller au boulot. Si vous prenez par exemple le Technocentre, c'est à 25 km de Paris, il y a plein de gens qui font aujourd'hui 20, 30 ou 40 km tous les jours pour aller travailler au Technocentre où on est 12 000 personnes et donc il y a là-dedans beaucoup d'usagers potentiels. Il y a aussi les usages de véhicules utilitaires. Alors c'est pour ça qu'on a commencé d'ailleurs par Kangoo. Ça c'est quand même un truc génial parce que regardez un postier aujourd'hui. Un postier, il fait dans la plupart des cas une tournée qui fait moins de 100 km et il fait toujours la même tournée tous les jours. Donc s'il est capable de le faire une fois, il est capable de le faire tous les jours. Donc voilà les usages qu'on est capable de couvrir. Il y a un point que je voudrais quand même noter, c'est le cas spécifique d'Israël. Ça fait un peu voyager nos auditeurs. Israël, c'est un pays dans lequel on va installer, comme vous le savez, des stations d'échange de batteries. Et là, l'idée, c'est on n'est plus limité par l'autonomie. Donc n'importe quelle voiture peut être remplacée par une voiture électrique parce que j'ai fait 150 km et je peux aller faire un plein en 3 minutes. Donc c'est très spécifique évidemment, ça ne veut pas dire que c'est transposable en France, mais c'est un cas où là on a complètement étendu l'usage du véhicule électrique à des gros rouleurs. Allez-vous ajouter un bruit aux voitures électriques pour améliorer la sécurité des passants? Qui décidera de ce bruit? Alors la réponse est oui. En fait, on l'avait pas prévu, pour être complètement transparent, on l'avait pas prévu initialement. Parce qu'il n'y a pas de réglementation. On a fait des tests et en fait, tous les chauffeurs, alors notamment, je ne sais pas pourquoi spécifiquement les Italiens. Alors les Italiens nous disent non, il faut absolument faire du bruit, c'est pas possible. Ah oui, non, mais quand je passe sur la grande place à Milan, franchement, je vais renverser 3 piétons, etc. Non, il y a un culte du bruit du moteur en Italie. Il faut que je fasse du bruit. Donc, on va le proposer dès le lancement. Dès le lancement, alors au départ, ça va être mis en deuxième monte, mais au bout de quelques mois, ce sera en série. Donc oui, on le propose. Et on va même le proposer sur Twizy. Alors sur Twizy, il faut faire un peu attention parce que Twizy est un véhicule ouvert. Donc si vous faites du bruit à l'extérieur, vous faites aussi du bruit à l'intérieur. Et donc il faut faire un peu attention. Alors ensuite, quel type de bruit? Vous savez qu'on a travaillé avec l'IRCAM, en fait, pour essayer de définir quel serait le meilleur bruit. C'est très difficile parce que notamment les hommes et les femmes ont des attentes très différentes selon le bruit. Alors, je ne vais pas faire de caricature ni de sexisme ni de machisme, mais l'attente globale des mecs, c'était quand même plutôt faites-moi un bruit de moteur V6 et l'attente des nanas, c'était quand même plutôt faites-moi des petits oiseaux, mais encore une fois, je suis très caricatural. Donc on va taper un peu au milieu et on va faire un bruit qui ressemble un peu à un bruit de turbine en fait. Donc qui a un bruit un peu mécanique, mais qui ne donne pas l'idée d'un moteur thermique qui fait teuf-teuf. Plutôt bruit d'avion. Oui, c'est ça. Alors et j'ajoute que c'est que à basse vitesse, entre 0 et 30 km/h. Après, le véhicule fait suffisamment de bruit de roulement, donc on l'entend. Mais c'est vrai que quand il est à basse vitesse, il y a ce besoin. Et donc, on proposera dès le lancement une solution. Mais le besoin dont vous parlez, il est perçu par les conducteurs ou surtout par l'environnement, les je piétons, pense qu'il est etc. perçu par les conducteurs, mais du fait de leur expérience de conduite. C'est-à-dire qu'ils se baladent en ville, ils voient un piéton qui marchait et
qui, je ne sais pas, à un moment a failli traverser et ne l'a pas entendu, etc. Donc c'est une demande, et ça c'est vraiment aussi pour ça qu'on a fait les expérimentations, pour se dire voilà quel est le feedback, et donc la décision immédiate ça a été de dire dès le lancement je propose une solution. Comment changer les habitudes de consommation pour orienter la population vers l'électrique? C'est Brigitte N qui nous demande ça. Alors comment est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour changer les habitudes? Pour amener les gens à aller vers l'électrique, il faut déjà, je pense, répondre à leur principale résistance. En fait, quand on regarde les études, les sondages, tous les automobilistes sont assez pour le véhicule électrique, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques. Il y a un frein essentiel qui est le besoin de réassurance. C'est-à-dire qu'on a peur de rester en panne, en rase campagne, en pleine nuit. En gros, c'est l'autonomie des batteries. Lorsque les automobilistes verront réellement, parce que là on en parle, on n'arrête pas d'en parler, mais on en voit peu de voitures électriques. Bien sûr. Quand vraiment les automobilistes auront la possibilité de les tester et de voir effectivement ce que nous annoncent les constructeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les batteries ont été multipliées par 4 en termes de puissance, et qu'on est véritablement arrivé à une rupture technologique sur les batteries au lithium, ils seront rassurés. Donc la première chose, c'est de passer par la réassurance. Ensuite, ils seront également aussi séduits, je pense, par le véhicule électrique, lorsqu'ils auront la certitude qu'il ne coûte pas plus cher. Parce que finalement, ils ont un besoin écologique, mais le besoin économique reste important. On le voit dans toutes les enquêtes. On est pour des véhicules électriques à condition que ça ne coûte pas plus cher qu'un véhicule thermique normal. Et enfin, je pense qu'on arrivera vraiment à amener la population lorsque les véhicules électriques existeront, alors soit effectivement par le biais des constructeurs, mais également par le biais d'autres expérimentations. On sait que les collectivités locales ou les véhicules, les opérations d'autopartage, comme il va y avoir ici à Paris, vont se développer. Lorsqu'on pourra réellement tester au quotidien et en voir finalement les avantages, parce qu'aujourd'hui on parle des avantages, mais on ne connaît pas les avantages de conduite ou les avantages d'être à l'intérieur d'un véhicule. Ces différents éléments permettront, je pense, au public d'aller et de tester ces véhicules électriques.